Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est la matinale du monde du chiffre. Au programme de ce numéro, comment créer une identité de marque pour son cabinet. On évoquera également la directive CSRD et les enjeux de reporting extra-financier. Et enfin, pour que le cabinet durable rime avec cabinet désirable. On commence tout de suite cette émission avec Élodie Cassard, expert comptable au sein du cabinet Prexilexis, pour parler comment créer une identité de marque pour son cabinet. Élodie Cassard, bonjour. Bonjour à vous. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une identité visuelle ? Une identité visuelle, c'est affirmer qui vous êtes. Elle reflète, elle véhicule l'image du cabinet. Pour cela, elle vous permet de déterminer et de montrer votre vision, votre activité, vos valeurs et votre positionnement. Elle est composée de différents éléments qui sont notamment le nom, le logo, la typologie, les couleurs, etc. Elle se décline sur différents éléments, des supports internes par exemple, tels que des contrats de travail, tels que des mémos, tels que les signatures de mail ou encore la décoration du bureau. Et puis aussi, elle permet d'être utilisée sur des supports externes, tels que des lettres de mission, des factures, des devis, du papier en tête, et puis aussi la plaquette du cabinet, par exemple. Pourquoi le logo est important ? Alors, le logo est important parce que c'est la représentation graphique et symbolique de votre image de marque, de votre entreprise. Il doit être facilement lisible, identifiable et doit évoluer dans le temps. Il permet notamment de se différencier de ses concurrents, de créer une réelle identité auprès de ses collaborateurs et de les fédérer, de séduire des clients potentiels, d'identifier des missions, des services que vous pouvez faire au sein de votre cabinet, et puis de donner une personnalité unique à votre cabinet. Alors aujourd'hui, je suis un cabinet, je me crée une identité de marque, une identité visuelle. Comment je m'y prends et combien ça me coûte ? Alors finalement, vous avez vraiment deux choix assez différents. Le premier choix, c'est que vous pouvez le faire par vous-même. Donc ça a des avantages, notamment en termes de gestion du temps. Vous gérez votre propre planning. Ça a des avantages en termes de coût, bien évidemment. Et puis ça a des avantages en termes de liberté. Vous mettez ce que vous voulez dans le contenu et puis surtout dans les mises à jour. Alors après, cette solution a quand même des désavantages. C'est très chronophage. Et puis finalement, il y a aussi des choses qu'on ne sait pas faire parce qu'on ne sait pas tout faire. C'est parfois un peu compliqué. Par contre, bien évidemment, c'est ce qu'il y a de plus économique. Pour terminer, peut-être 2-3 bonnes pratiques ? Alors, 2-3 bonnes pratiques, c'est que si jamais le critère économique n'est pas le seul critère que vous puissiez avoir, dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous faire aider. Aujourd'hui, vous avez des agences de communication qui peuvent vous aider à créer votre identité de marque et qui donc vont vous guider et notamment vous aider à faire ressortir vos valeurs, votre positionnement, votre identité. Et ça, le coût est à peu près de 2-3 000 euros. C'est un investissement, mais qui vaut vraiment le coup. On va terminer là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Vous êtes toujours sur Décideur TV. Dans la matinale, on va parler des enjeux du reporting extra-financier avec la directive CSRD avec mon invité Sylvain Lambert, associé développement durable chez PwC. Sylvain Lambert, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous présenter la directive CSRD ? Avec plaisir. Alors déjà, CSRD, c'est Corporate Sustainability Reporting Directive. C'est donc une directive, un texte européen, qui vient remplacer un texte en place. Donc ça va être la matinée des acronymes, qui est la NFRD, qui est le texte aujourd'hui qui régule le reporting extra-financier de toute une série d'entreprises en Europe, sociétés cotées et sociétés non cotées. La CSRD va remplacer ce texte. Donc le texte a été publié au journal officiel de la Commission européenne au mois de novembre 2022. Donc on a le texte. Comme c'est une directive, il doit être maintenant appliqué par le droit des différents États membres. On l'attend, la version française, puisque ici on est en France, on l'attend courant 2023 pour une application à partir de 2025 sur les comptes 2024. Et on aura peut-être l'occasion d'en parler. Il y a un calendrier d'application puisque justement il y a des évolutions par rapport au texte aujourd'hui, beaucoup plus d'ambition, plus de sociétés concernées. On va aller vers de plus petites sociétés. Aujourd'hui, on s'arrêtait aux sociétés non cotées de 500 personnes et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. On va descendre aux sociétés de 250 personnes et 40 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros total de bilan. Donc on voit plus petites sociétés, beaucoup plus d'informations. Aujourd'hui, le texte en vigueur laisser les entreprises choisir le type d'information qu'elles aient publiées par rapport à une liste de risques en matière de RSE. Là, on va devoir passer par une analyse de matérialité et le régulateur va imposer les informations, les indicateurs par un autre texte qui arrive en même temps. Donc on va plus loin en largeur,
plus loin en profondeur d'information et aussi plus loin en importance de l'information, puisque le texte va donner la responsabilité de cette information au comité d'audit ou à un autre comité du conseil délégué par le comité d'audit, et que le régulateur va rendre obligatoire l'audit de ces informations. En France aujourd'hui, ces informations, ça a été le choix du régulateur français, sont auditées. Ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays d'Europe. Ça sera le cas pour tous les pays d'Europe. Et dernier petit point, cet audit-là, aujourd'hui, est fait dans un format dit d'assurance modérée, donc une revue plus légère. Le régulateur annonce qu'à partir de 2028, on aura le même niveau d'audit que sur les comptes. Plus d'entreprises, plus d'informations, plus d'importance. Donc on pourrait dire qu'on va amener l'information RSE au niveau de l'information financière dans les 5 ans qui viennent. Donc on voit que les apports de ce texte sont nombreux, mais quelles sont les conséquences pour les entreprises? Alors les conséquences pour les entreprises sont multiples. D'abord, il y a les entreprises qui aujourd'hui ne sont pas concernées, donc les fameuses entreprises entre 500 personnes et 250 personnes qui aujourd'hui ne sont pas soumises à la réglementation, donc elles, il va falloir s'y mettre, donc une conséquence forte. Pour les autres, celles qui sont concernées, alors la France avait un avantage pour les entreprises, c'est que cette information était déjà auditée, cette information était déjà dans un document soumis au regard du conseil d'administration qui est le rapport de gestion. Par contre, changement de logique, beaucoup plus d'informations, à peu près x10. Nous avons estimé chez PwC que la quantité d'informations, aujourd'hui, ce qu'on appelle un data points, excusez-moi cet anglicisme, mais c'est dans les textes, à peu près 150 data points dans le texte actuel, 1000 dans le texte qui va venir, avec des data points quantitatifs, qualitatifs, beaucoup plus d'informations, et puis cette ambition aussi d'amener la qualité de l'information au niveau de la qualité de l'information financière. Donc beaucoup plus de rigueur. Donc pour les entreprises, est-ce que j'ai bien toutes les données? Est-ce que ma gouvernance de la donnée est au niveau? Est-ce que les systèmes qui produisent cette information sont suffisamment robustes pour fournir une information qui est aussi solide que les comptes? Est-ce qu'en interne, je suis organisé avec des contrôles internes, comme j'ai exactement sur les comptes? Donc pour les entreprises, quand même, des changements, même s'il y a une culture en France qui existe, mais il y a du travail et il est temps de s'y mettre. Est-ce que ces entreprises, justement, sont préparées à relever ces défis, ces changements? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, comme je le disais, en France, il y a une culture qui s'est mise en œuvre à cause des textes français, mais on change de braquet. Comme je le disais, on change réellement de braquet et on a un agenda quand même qui va assez vite. Alors, les entreprises qui sont aujourd'hui concernées par les textes seront concernées dès 2025 sur les comptes 2024. Les petites entreprises qui ne sont pas concernées par les textes seront concernées en 2026 sur les comptes 2025. Donc ça veut dire qu'il va falloir dès maintenant se préparer à au moins 3 choses. La première, c'est est-ce que j'ai bien, puisque les textes sont disponibles en partie, est-ce que j'ai bien toutes les datas que le régulateur va me demander? Est-ce que mon organisation est suffisamment solide? Réellement, il y aura du travail là-dessus. Et est-ce que mes systèmes qui produisent sont aussi robustes? Et puis un dernier petit point, le cœur du réacteur de ces nouveaux textes s'appelle la double matérialité. En gros, on demande aux entreprises de faire une analyse de matérialité pour décider de ce que je vais publier. Le régulateur propose toute une série d'éléments à publier, mais dit aux entreprises, vous pouvez sélectionner les informations que vous avez publiées sur la base d'un cadre, qui est l'analyse de double matérialité. Ça veut dire quoi en français? Ce qui est important, les impacts de l'extérieur sur votre entreprise et les impacts de votre entreprise sur l'extérieur. Par exemple, vos émissions de CO2, vis-à-vis de l'impact sur l'extérieur, et le changement climatique qui impacte votre entreprise. Cette analyse est définie par un cadre dans la CSRD, vous la faites, et ça vous permet de dire, par exemple, pour moi, le climat est matériel, la santé, sécurité au travail est matérielle, la formation n'est pas matérielle, par exemple, et donc, si ce n'est pas matériel, je n'aurai pas à reporter. Donc, dans les choses que doivent lancer les entreprises dès aujourd'hui, il y a cette réflexion sur les systèmes, sur la gouvernance et sur la matérialité. On comprend mieux maintenant le reporting extra-financier, mais est-ce que selon vous, il va y avoir un rapprochement entre les données financières et les données extra-financières? C'est aussi une super question. Je pense qu'il faut garder en tête une équation super simple. Data RSE égale data finance d'ici 2028. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que vous prenez toutes les caractéristiques d'une donnée financière et vous les appliquez à une donnée RSE. Des systèmes solides, un dispositif de contrôle interne solide, un dispositif de contrôle externe solide, un contrôle du comité d'audit sur la production de l'information et sur la revue, et des équipes en interne musclées. Et donc, notamment aujourd'hui, on voit beaucoup dans les entreprises un rapprochement entre les fonctions RSE et les fonctions financières, qui ont l'habitude justement de la donnée financière. Donc voilà ce que ça veut dire aujourd'hui, très clairement. Et en fait, la donnée RSE est en train de rentrer dans une boîte qui est la boîte de la performance des données de performance de l'entreprise, qui était éminemment remplie uniquement de données financières. Demain, la boîte des données de performance de l'entreprise sera composée de données RSE et de données financières. On a même des directeurs financiers qui nous disent « je ne serai plus le Chief Financial Officer, mais je serai le Chief Performance Officer demain ».
Alors pour conclure, est-ce que l'Europe est précurseur ou est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont en avance sur le reporting extra-financier? Qu'en est-il? Alors c'est effectivement un point très important à souligner. Alors l'Europe est précurseur, d'abord parce que l'Europe a déjà une réglementation en place depuis plusieurs années, on l'a évoqué, que ce texte est extrêmement ambitieux, large, est en train de se déployer. Mais alors l'Europe n'est pas seule, c'est aussi un signal très fort pour le monde économique. Vous avez les États-Unis qui ont sorti, et c'est l'autorité des marchés là-bas, la SEC, donc l'équivalent de l'AMF, qui a sorti des standards, alors uniquement centrés sur le reporting climatique dans l'information financière pour le moment. Donc là, les textes américains sont en train de se mettre en place. Et puis surtout, il y a l'IFRS qui a créé, encore un acronyme anglais, l'ISSB, l'International Sustainability Standard Boards, qui a été confié à Emmanuel Faber, l'ancien CEO de Danone, qui crée les IFRS de la RSE, qui sont à un stade beaucoup moins avancé aujourd'hui, mais avec, on va dire, des liens qui se mettent en place dès maintenant entre IFRS et textes européens. Il est d'ores et déjà acquis que si vous êtes compatible au texte européen, vous serez conforme à l'IFRS. Il reste quelques points à régler, mais parce que la question pour les entreprises, c'est si j'ai 3 grands standards qui émergent, on ne parle pas encore d'Asie, j'aurai la loi, mais est-ce que je vais devoir aussi, parce que j'opère aux États-Unis, me conforter aux standards américains? Mais donc l'Europe n'est pas seule. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. On poursuit cette matinale sur le sujet pour que le cabinet durable rime avec cabinet désirable avec mon invité Nicole Carion, directrice du cabinet Afisud, également présidente de la commission du développement des compétences relationnelles au sein du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Nicole, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir. Qu'est-ce qui a changé dans les relations entre collaborateurs depuis la crise du Covid ? Alors, ce qui s'est réellement accéléré, parce qu'on sentait déjà un frémissement avant cette crise Covid, ce qui s'est réellement accéléré, ce sont les attentes. C'est ce besoin de confiance et de réciprocité. C'est un environnement sécurisé dans le travail. On est bien au-delà des scénarios qui se passait avant avec quelque chose de très descendant dans le management. Aujourd'hui, on est vraiment dans une notion d'aller-retour, de réciprocité et d'équilibre et d'harmonie. Vous évoquez le management. Qu'est-ce qui change concrètement ? Alors, pour nous, managers, aujourd'hui, on va dire que le challenge est de haut niveau parce que on attend de nous que nous soyons des managers inspirants, des managers sécurisants, voire même se retrouver dans une posture de manager coach. Or, tout ceci est un processus, est une compétence qui est bien loin de notre base technique et de notre légitimité technique qui permettait par le passé de piloter une équipe déjà dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, on nous demande de nous engager un peu plus dans autre chose, dans un autre environnement, dans un autre paradigme qui est celui de l'humain et de la relation en tant que telle. Alors, comment répondre à cette attente ? Alors, en se formant, des outils de communication existent. On peut se faire accompagner par un coach externe, un sachant qui viendra mettre en place un certain nombre d'ateliers qui pourront permettre à chacun de se responsabiliser dans la relation qu'il a avec soit le collaborateur, soit son supérieur hiérarchique, et bien sûr pouvoir avancer et co-créer ensemble, de manière consciente, une collaboration professionnelle de grande qualité. Alors, quelle place prend les relations et les émotions dans ce processus ? Alors, c'est quelque chose de nouveau qui est mis aujourd'hui sur la table de manière un petit peu plus urgente et brûlante parce que face aux écueils on va dire des relations qui ne fonctionnent plus, on se pose beaucoup de questions. Et en fait, le sujet est bien dans la relation et dans les émotions et dans le choix conscient d'une collaboration qu'on pourra co-construire ensemble. Alors ça se fait en 3 temps pour, on va dire, le processus d'engagement. C'est 1, quel manager suis-je ? 2, quel collaborateur êtes-vous ? Et est-ce qu'on choisit ensemble de nous engager dans une relation professionnelle, durable, stable et donc sécurisante ?
En définitive, est-ce que la filière expertise comptable reste attractive? Tout à fait. La filière expertise comptable est très attractive. Elle permet aujourd'hui d'engager sur des volets professionnels extrêmement larges. On est bien au-delà de la comptabilité, de la fiscalité, du droit social. Aujourd'hui, on a des talents qui arrivent dans nos cabinets qui ont d'autres compétences. Donc, tout ce qui se joue est bien sur le plan humain et ça va bien au-delà de ce qui se passe pour notre métier ou notre filière à proprement dite. C'est la relation au travail qui est complètement changeante. Mais l'attractivité est là. On est sur une création de postes de 25 à 30 000 postes par an. On a de 6 700 tout à fait jeunes diplômés qui arrivent et qui engagent la filière et bienvenue à eux. Il y a d'énormes possibilités d'aller vers un épanouissement personnel et professionnel de très grande qualité dans nos filières. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud, merci à tous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de la matinale sur Décideur TV.